Bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Leminbach, je suis juriste à la FIECI depuis 88. Alors, calculez pas parce que ça donne une idée de mon âge. Et voilà, je suis dans les seniors bien établis. Je voulais vous faire part de mon expérience en tant que juriste. Et la première des choses qui vient à l'esprit quand on me demande d'intervenir sur le burn-out en tant que juriste, c'est une immense frustration. Une immense frustration parce qu'un juriste, il ne peut pas faire grand-chose face à un burn-out. Un burn-out, c'est un symptôme, c'est un syndrome, c'est trop tard. Donc, bien souvent, quand les gens viennent nous voir, c'est trop tard pour qu'on puisse agir efficacement. Donc, j'ai constaté, moi, cette apparition. Alors, on ne l'appelait pas burn-out, mais on l'appelait surmenage, parfois à tort aussi harcèlement. Un phénomène qui est apparu depuis une huitaine d'années et qui s'est amplifié, comme on l'a dit tout à l'heure, avec tout ce qui est les mails et l'immédiateté pour répondre et l'analyse instantanée, ce qui est absolument une folie sur le plan du cerveau. Et aujourd'hui, au sein de la FIECI, je peux dire qu'une grande partie de mon travail, c'est plus du juridique. C'est de l'écoute, c'est du conseil, mais c'est pas vraiment du juridique tel qu'on le peut concevoir en droit social. Ce que vous avez entendu tout à l'heure comme témoignage, ce qui est très lourd, on avait effectivement besoin de faire une pause. Je peux vous dire que c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, on entend des histoires comme ça, on lit des histoires comme ça par les mails tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est très lourd et on est relativement démunis. Alors, il y a les salariés qui disent qu'ils sont burn-outés, ils ont été burn-outés 2 semaines. C'est des expressions que j'entends. Hein. Je ne nie absolument pas, bien sûr, la douleur qu'ils peuvent avoir ou la souffrance qu'ils peuvent avoir, mais ce n'est pas du burn-out. On les conseille, on reste attentif et en alerte par rapport à ce qu'ils ont subi, mais il ne faut pas faire de vulgarisation non plus, il ne faut pas se tromper, il faut vraiment s'attaquer au vrai burn-out. À l'opposé, on voit des victimes atteintes, et j'en ai vu au sein de la FIECI, j'ai des adhérents qui ont été atteints d'un vrai burn-out, et c'est une expérience que je ne souhaite pas rencontrer très souvent parce que c'est très lourd, très difficile. On parlait d'infarctus, on parlait d'AVC, c'est vrai, j'en ai vu, de tentatives de suicide, j'en ai vu, des salariés dans le secret de mon bureau qui sont en vrac, j'en ai presque tous les jours. J'ai des salariés qui sont arrêtés depuis des années, j'ai des salariés qui sont en invalidité 2e catégorie, ils ne peuvent plus retravailler, c'est fini, c'est terminé, ils ont 45 ans, ils ont le cerveau grillé. C'est quand même... ça pose question, quoi. Et puis, surtout, ce qui me fait peur, parce que ça reste quand même relativement exceptionnel, ce sont tous ceux que j'appelle les salariés borderline. Et ça, c'est tous les jours, vraiment, j'en vois. Et à l'occasion d'une lettre d'avertissement, d'un mail un peu agressif de leur hiérarchie, ils viennent nous voir, j'ai un conseil à vous demander, etc. Et là... En orientant un petit peu toutes les questions qu'on peut leur poser, la façon dont ils travaillent dans l'entreprise, comment ils... le temps de travail qu'ils ont, on s'aperçoit qu'ils travaillent 11 heures, 12 heures par jour, qu'ils ont des mails, bien sûr, le soir et le week-end, qu'ils ne prennent pas leur congé, qu'ils ne prennent pas leur jour de RTT, et qu'ils sont dans cet engrenage dont on parlait, et qui... ils ne veulent pas agir, on leur propose des solutions immédiates, et ils hésitent. Ils hésitent beaucoup. Ils nient, comme le disait Jean-Claude, leur état. Ils veulent tenir le coup, Ils ont aussi peur de l'avenir et tout ça. Donc, juridiquement, on propose des solutions, je vais y revenir, mais on ne peut pas faire grand-chose. La première chose qu'il faut faire, c'est vous sur le terrain. Vous sur le terrain en tant que délégué du personnel, parce que vous êtes, même si c'est en clientèle, quand même plus à même de les voir et de les déceler. Donc, si vous constatez, et j'insiste vraiment dans votre entreprise, qu'il y a une dégradation continue des conditions de travail, avec un management qui peut être casque à pointe. Je suis désolée, mais ça existe. Des objectifs qui sont irréalisables. On vous colle chez un client avec un CV qu'on a bidouillé et puis qui ne correspond pas à vos compétences. Et ça ne marche pas bien. On vous le reproche en plus, alors que vous avez alerté, avec des temps de déplacement qui sont très lourds, une impossibilité de récupérer votre repos quotidien de 11 heures quand même, des délais qui sont sans cesse raccourcis, modifiés, etc. Il faut sauvegarder les mails. D'accord ? Ça, c'est la base. Croyez-moi, un salarié sur 2 ne l'a pas fait.
Il faut aussi sauvegarder tout ce qui est temps de travail, temps de déplacement, bien, de façon précise et quotidiennement, pas à la louche, parce que vous aurez peut-être à étayer justement cette surcharge que vous avez. Le médecin du travail, on y reviendra rapidement, il peut reconnaître une inaptitude. Les délégués du personnel, s'ils ont connaissance d'une souffrance, d'un problème de risques psychosociaux dans l'entreprise, ils ont le droit d'aller voir le médecin du travail pour lui parler d'un problème général. Ce n'est pas simplement le salarié. Donc quand le médecin du travail il a tout ça, il a de quoi pouvoir au moins solliciter l'entreprise et lui demander une explication, etc. D'accord ? Donc ça, curieusement, ça vous paraît peut-être évident, mais quand je rencontre des gens, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. Donc il faut vraiment leur insister auprès d'eux pour qu'ils le fassent. La deuxième étape, c'est l'étape contentieuse. Et là, je dirais, il ne faut pas se tromper. Il y a un outil qui est un outil prévu par le Code du travail, donc je vais me permettre de lire, c'est un peu fastidieux, mais bon, qui est lié à la mission spécifique des délégués du personnel. C'est l'article 23.13-2. Le prenez pas en note. Hein. C'est le fameux droit d'alerte, mais il faut le lire jusqu'au bout. D'accord ? Donc, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, leur santé physique et mentale ou liberté individuelle, etc., qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Discrimination, etc., là, ce n'est pas tellement l'objet. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. Je fais une petite parenthèse sur le terme employé. Ce n'est pas doit procéder. La nuance vous paraît peut-être subtile, mais c'est important. L'employeur procède, c'est impératif. Il n'a pas d'échappatoire. Donc, c'est à vous aussi de suivre ça. Et en cas de carence et la suite de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte ou à défaut de solution, le salarié ou le délégué saisit les prud'hommes. C'est une prérogative spécifique. Alors, on reviendra sur les conditions très rapidement. C'est le bureau de jugement. Il statue en la forme de référé. Ce n'est pas les référés qu'il faut saisir, parce que j'entends souvent ça. C'est les conseils des prud'hommes, la formation traditionnelle, le font. Mais il statuera en formation de référé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conciliation. Il y aura bien la formation complète de salariés, de employeurs, et il statue, en général, dans l'urgence, ça dure entre 2 et 6 mois, c'est la moyenne habituellement reconnue. Donc le juge, il est saisi et il peut ordonner toutes les mesures qui sont propres à faire cesser cette atteinte et à sortir la décision d'une astreinte. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que le droit d'alerte, on en parle beaucoup, voilà, mais je veux dire, et après, il s'arrête là. Dans tous les cas où j'ai préconisé le droit d'alerte aux délégués du personnel, il n'y a pas eu de suite. Alors il n'y a pas eu de suite peut-être pour une simple raison, c'est que le salarié s'y est opposé. Parce que pour y aller, le salarié, déjà, il n'a peut-être pas envie d'y aller lui-même, ou alors, il n'est pas en état d'y aller, mais il faut qu'il donne l'autorisation express, un mandat express au délégué du personnel pour qu'il y aille à sa place. Et heureusement, jusqu'au dernier moment, le salarié peut se retirer. Donc voilà, là, vous avez travaillé pour rien. Mais sur tous les cas où j'ai préconisé de faire un droit d'alerte, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait vraiment une suite. Il y en a certainement eu, mais en tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Maintenant, qu'on soit d'accord, il ne faut pas lancer des droits d'alerte à tout bout de champ. C'est un tir de sniper. Ça doit vraiment être efficace et il doit y avoir des éléments étayants et un refus manifeste de l'employeur. La troisième étape, malheureusement, c'est la plus difficile à dire, c'est que c'est le contentieux de réparation en dernier ressort. Et là, vous l'avez bien compris, c'est souvent impossible à obtenir. Voilà. Aujourd'hui, c'est impossible à obtenir. Mais je pense que, vu l'évolution de la jurisprudence qui a déjà fait avancer la notion d'épuisement au travail et la responsabilité de l'employeur, dont Violette parlait tout à l'heure, je comprends aussi son point de vue avec l'obligation de résultat, de santé et de sécurité. Je pense que cette jurisprudence va pouvoir permettre d'obtenir des réparations quand les dossiers sont maintenant de mieux en mieux montés. Aujourd'hui,
pas grand-chose, parce qu'on remonte à des situations qui durent depuis plusieurs années et on n'avait pas toutes ces informations-là, on était nous-mêmes démunis. Mais aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir vraiment des réparations et avec toute la publicité, on peut en parler, qui en est faite. Moi, j'ai l'occasion de parler aussi avec d'autres conseillers prud'homaux qui sont attentifs et qui accordent des dommages et intérêts qui ne sont pas très importants. Un point aussi, je tenais à le dire parce que je traite en ce moment ce contentieux-là. C'est un salarié qui a subi un épuisement au travail et qui a été arrêté, repris, arrêté. Et puis finalement, il a été lourdé pour désorganisation. Pas pour ses arrêts maladie, parce que ça avait désorganisé. Donc là, l'angle d'attaque, c'est manquement, bien évidemment, l'obligation de résultat. Et la jurisprudence admet dans ces cas-là, j'espère que ce sera le cas, que le licenciement est sans motif réel et sérieux. Parce qu'on peut faire vraiment lier les absences maladie et le comportement de l'employeur. Autre échappatoire aussi, parce qu'il s'agit de s'échapper à ce niveau-là, quand c'est déjà trop tard, c'est la résolution judiciaire du contrat de travail. Alors, je la préfère à la prise d'acte de rupture, parce que là, vous n'avez pas de chômage, vous n'avez rien. Vous partez de l'entreprise, mais si vous n'êtes pas rentier, vous n'avez pas de revenus. La résolution judiciaire, c'est un petit peu lourd parce que vous restez dans l'entreprise avec peut-être évidemment une ambiance un peu délétère, mais vous êtes payé. Et il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que si, au pire, vous perdez, vous êtes toujours dans l'entreprise. Voilà. Alors que la prise d'acte, c'est considéré comme une démission. Donc si vous avez gain de cause avec votre résolution judiciaire du contrat de travail, donc un manquement significatif de l'employeur à ses obligations, ça se traite comme une rupture de sa part, dont il est responsable, et un licenciement sans motif réel et sérieux. La dernière chose, c'est pour les inaptitudes. On voit arriver effectivement, mais je ne sais pas si le détail a été donné, même en cas de reclassement des salariés pour inaptitude, on attaque au TAS. Voilà, au tribunal des affaires sociales, pour ceux qui ne savent pas. Pour la faute inexcusable, alors ça fait quoi? Ça fait une indemnisation, si c'est reconnu, supplémentaire. Ça peut valoir le cas, notamment, moi j'ai le cas pour quelqu'un qui a une rente d'invalidité suite à un épuisement professionnel, ça fait monter sa rente. Sinon, c'était la rente maladie classique. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire pour l'instant.